Rebonjour, en tout cas en ce qui me concerne. Nous sommes toujours en direct du Théâtre de Laval pour le Festival du premier roman et des littératures contemporaines. Toujours dans ce théâtre vide sans vous, mais on vous espère nombreux derrière vos écrans. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On gardera 10 minutes à la fin pour poser vos questions aux quatre auteurs qui sont là pour ce café littéraire intitulé Environnement hostile, où quand l'existence d'individus est mise à rude épreuve, quand il y a danger de mort et qu'il faille s'y résoudre et assourdir la colère. Et tout ça autour de 4 premiers romans avec Dima Abdallah, Alexandre Lenot, pardon, Emilienne Malfato et David Zuckerman. Dima Abdallah, Mauvaise herbe, je le montre. Chez Sabine Vespizer, éditeur, c'est une immense histoire d'amour entre un père et sa fille, au départ sur fond de guerre civile libanaise. Ça se déroule sur plus de 40 ans, une sorte de descente aux enfers de ces deux personnages qui souffrent de se sentir étrangers au monde qui les entoure, enfermés dans un exil intérieur, et qui, en tout cas par chapitre interposé, vous réussissez à les faire dialoguer alors qu'ils auront passé leur vie dans une sorte d'impossibilité à communiquer, et c'est cette impossibilité qui les fait tant souffrir. Alexandre Lenot, entre fable sociale et roman rural, roman noir rural avec un final de western, Écorce vive, publié dans la collection Actes Noirs des éditions Actes Sud, nous transporte dans un Cantal déserté et rude. C'est un roman choral avec 5 personnages au destin cabossé par la vie, mais qui luttent. C'est un texte tout en tension qui monte doucement, et vous donnez vie non seulement à vos personnages, mais aussi à un paysage, à une nature sauvage et belle, dans laquelle ces âmes cabossées cherchent à se retrouver et à se reconstruire. Emilienne Malfato, avec ce très beau titre, Que sur toi se lamente le tigre, aux éditions Élisade. Vous nous emmenez dans un pays que vous connaissez bien en tant que journaliste et photographe. Ce pays, c'est l'Irak. On est dans l'Irak en guerre, dans l'Irak rural d'une société qu'on peut dire pour le moins très patriarcale et traditionnaliste. Et le sort d'une jeune fille est scellé dès le départ, enceinte hors mariage, seul le crime pourra laver l'honneur de la famille. Entre chronique d'une mort annoncée et le dernier jour d'une condamnée, ce récit également polyphonique, où chaque membre de la famille exprimera sa vision, le récit nous entraîne dans une marche inexorable vers la mort. David Zuckerman, avec San Perdido, chez Calman Levy. Alors, San Perdido, ville imaginaire du Panama, coincée entre l'océan et la jungle, et vous situez votre histoire de 1946 à 1960. Ville du luxe, de la corruption et des trafics en tout genre sur les hauteurs, ville de l'extrême pauvreté en bas, dans la favela de la Grima, et entre les deux, une immense décharge qui est le seul moyen de subsistance d'une population miséreuse et opprimée. Et dans tout cela, l'édification d'une légende, la création d'un héros, l'histoire de Yerbo Quinton, le justicier silencieux au service des femmes. C'est une fresque historique et sociale parsemée de réalisme magique. Alors, environnement hostile. Alors, à la lecture du sujet, moi j'ai d'abord pensé au lieu, environnement, lieu, mais je pense qu'on va voir pendant c'est un peu plus d'une heure qu'on passe ensemble, que ce n'est pas tant les lieux et l'environnement qui fait hostilité, mais c'est bien les êtres humains qui peuplent ces lieux, qui peuvent amener à ce monde rude. Alors Dima Abdallah et Emilienne Malfato, 2 pays en guerre, le Liban et l'Irak. Dima, Mauvaise herbe, c'est certainement pas un roman sur la guerre civile libanaise, mais elle est bien là en arrière-blanc. La petite fille qu'on suit dès le départ et qu'on va suivre sur 40 ans
est née pendant cette guerre. Elle va quitter ce pays en guerre pour Paris, on va la mettre à l'abri. En quoi cette guerre a des conséquences? J'ai dit que les deux avaient une espèce d'incapacité à vivre, le père et cette petite fille. En quoi cette guerre a des conséquences sur leur incapacité à vivre, sur leur sentiment d'être étrangers à ce qui les entoure? Oui, je crois que mes deux personnages, alors bien sûr, oui, la guerre, hein, ce n'est que le prisme, hein. Parce qu'on sent bien que ces deux-là, on les mettrait ailleurs, ils seraient pas très très bien adaptés. Oui, en fait, cette guerre, c'est le triomphe de l'absurde. Je crois que j'emprunte les mots du père là. C'est le triomphe de l'absurde. Et, euh, et ils sont profondément exilés dans ce contexte parce que, d'une part, ils ne partagent aucun des dogmes du confessionnalisme, comment dire, le père, enfin la petite fille, c'est particulier parce qu'elle est encore petite, mais le père, il est d'aucun clan, il est d'aucune faction, il est d'aucune milice, c'est un pur libertaire. D'aucune euh, religion non plus, enfin. voilà, Bon, c'est vraiment un pur libertaire, c'est vraiment, c'est pour ça que ce titre est finalement assez bien trouvé, parce que par définition, une mauvaise herbe, c'est une étrangère, et il est vraiment complètement étranger à tout ce chaos, ce qu'il appelle ce vaste bordel, lui, qui l'entoure. Et, euh, et donc, pour en revenir à votre question qui est en quoi la guerre joue sur ce silence qu'il y a entre les deux, je crois qu'elle a un grand rôle. Alors, à l'origine, c'est des taiseux et c'est des pudiques, mais pas que. Je crois que quand l'absurde triomphe, c'est assez commun finalement de tomber dans le mutisme et dans le silence. Parce que finalement, qu'est-ce qu'ils auraient à se dire sur ce contexte, à part des choses extrêmement, comment dire, banales. euh, c'est horrible, c'est affreux, peut-être qu'on va mourir. Enfin, euh, je pense que c'est un comportement qui est assez classique quand on est un peu en état de choc. Finalement, ils sont un peu en état de choc, de ne pas trouver les mots. Et je crois que le père, il dit justement, en parlant de sa fille, elle ne parlait plus parce qu'il n'y avait plus de mots. Il dit parce que les mots sont le sens et qu'il n'y en a plus aucun. Donc ce mutisme-là, il est dû à ça aussi. Et je crois que ce silence n'est pas que le leur. C'est un silence qu'on peut retrouver assez souvent, je pense. Vous voyez, dans les traumas, j'aime pas trop ce mot, mais mais en plus, enfin, ils déménagent tout le temps à cause de la guerre. Et, euh, et c'est drôle parce qu'au début, on a l'impression que y- les enfants s'adaptent à tout, quoi. Enfin, et puis en fait, une fois devenue adulte, elle dit les enfants ne sont pas faits pour être nomades. Donc comme quoi, cette guerre, elle est malgré tout constitutive. Ça en a rajouté au mal-être. oui, bien sûr. En fait, ce qui est très important de souligner, c'est que cette petite est née pendant la guerre, ce qui fait qu'elle n'a pas d'autres référents. C'est pour ça que dans ce discours narratif, dans cette voie narrative d'enfant, on sent une espèce de normalité. C'est-à-dire qu'elle dit, je comprends pas trop pourquoi les camarades ils pleurent, je suis bien contente de rentrer à la maison. La guerre, je crois qu'elle emploie vraiment d'ailleurs la guerre, c'est pas si important que ça, j'y comprends pas grand-chose. Et puis, en fait, c'est parce qu'elle est née dedans, et c'est pour ça que la deuxième partie du roman, qui est le temps de paix, est beaucoup plus tragique que la première. D'une part, parce que c'est assez classique, on est dans les conséquences, on n'est plus dans une urgence, on n'est plus en train de fonctionner parce qu'il faut bien fonctionner. C'est quelque chose d'assez commun, ça aussi. Et d'autre part, elle se constitue un référent. C'est-à-dire qu'elle voit, une fois arrivée ici, que tiens, oui, effectivement, c'était pas normal. Et les autres, en venant vers elle au collège, en lui disant alors, c'était comment, tu as vécu pendant la guerre, etc. Déjà, elle comprend pas trop au début. Elle est là, ben, moi, c'est surtout que j'ai quitté mon père, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté le peu de copains que j'avais, donc Et une de mes langues. voilà.
mais je pense qu'elle prend conscience, et encore plus une fois qu'elle a à son tour, elle, un enfant, parce que je crois que les enfants sont des révélateurs de la mémoire aussi. Elle prend conscience d'une manière très différente de son vécu. Emilienne Malfato, l'Irak en guerre, est-ce que cette guerre exacerbe encore plus le traditionnalisme, cette idée aussi qu'il faut préserver à tout prix l'honneur de la famille? Et puis cette guerre, est-ce que si donc cette jeune femme qui se retrouve enceinte, qui a donc fauté hors mariage, et elle a fauté avec le meilleur ami de son frère aîné, qui est un combattant, et, euh, et il revenait des combats, et il y a eu une espèce de pulsion de vie dans cet acte sexuel qu'elle a plus ou moins subi, hein, elle s'est laissée faire. Et je me suis aussi posé la question de s'il n'y avait pas eu cette guerre, est-ce que cet acte sexuel et cette pulsion de vie de la part de Mohamed, de ce combattant, aurait eu lieu? Alors on peut supposer que peut-être pas, les choses auraient peut-être été différentes. Parce que la guerre, en fait, ça renverse la normalité. C'est absolument anormal. Et même si on continue à fonctionner, comme le disait tout à fait Dima, il n'empêche que c'est un état qui cesse d'être normal. Donc on peut imaginer, oui, que ça ne se serait pas passé comme ça. Après, je ne saurais pas dire si la guerre exacerbe tout le poids de ce patriarcat qui est énorme, enfin, en tout cas dans la région du sud de l'Irak où est situé le roman. Euh, Ce qui est sûr, c'est que ça génère un état, voilà, un état de tension, un état, voilà, ça modifie absolument tout. Mais le patriarcat, enfin, là on sort du roman, on parle de la réalité. Moi, c'est une zone où je travaille depuis un certain temps, où je continue à travailler, où j'ai été il y a quelques semaines. La guerre contre l'État islamique est officiellement terminée. Je dis officiellement parce que c'est beaucoup plus complexe que ça dans la réalité. Mais même si la guerre est officiellement terminée, le patriarcat, il est là et il bouge pas. Oui, il n'y a pas cette notion qu'on a pu connaître en Europe avec la Première et Seconde Guerre mondiale, où finalement la guerre a été un accélérateur de l'émancipation des femmes. Là, on est totalement dans une autre logique, hein. Pas dans ces régions-là. Après, il faut bien se rappeler que encore une fois, cette guerre-là contre l'État islamique, elle n'a concerné qu'une certaine partie de l'Irak, hein. On a souvent tendance à réduire la réalité à quelques éclats qu'on voit par l'intermédiaire des médias. Et il y a tout le sud de l'Irak, il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu de... Voilà, ça n'a pas été touché par la guerre. C'était touché dans le sens où beaucoup de jeunes hommes, comme c'est le cas du personnage de Mohamed dans le roman, s'engageaient dans les milices et donc partaient au combat. Mais la guerre n'est pas arrivée jusqu'à cette région. Merci. Alexandre Lenot, le Cantal. Alors, là, on quitte, on revient dans une France très rurale, mais un Cantal un peu mythologique, un peu réinventé. C'est pas les vrais noms de lieux. Chez David, c'est une ville imaginaire. Là, la question, elle est pour vous deux. Il y a besoin d'une géographie et de la tordre au service de la fiction. Alors moi j'avais surtout besoin d'un lieu, ouais, qui était une sorte de synthèse complètement irréaliste de plusieurs choses que j'avais vues. Et surtout j'avais l'ambition de ne pas être tout à fait réaliste. Vous avez utilisé le mot de fable tout à l'heure et c'est un mot qui me va bien. J'avais l'envie d'aller vers quelque chose qui soit euh, alors certes ancré, réel, documenté, mais je ne sais pas très bien comment expliquer ça, mais il y avait le risque pour moi était de tomber dans une sorte de littérature que j'aime pas du tout, qui est très dans le surplomb, qui est très dans le jugement des lieux et des milieux qu'elle étudie un peu comme à la loupe. Et je voulais pas juger ces gens. Je voulais être autant que possible parmi eux. Et comme c'est pas le cas, il me fallait des armes vraiment fictives.
Donc le lieu n'est pas tout à fait réel, il est quand même très ancré, hein. Il y a des choses qui sont... En fait, c'est drôle parce que les gens de là-bas qui ont le livre sont un peu perdus parce qu'il y a Il y a des mélanges. il y a des mélanges et donc ils sont à un instant T, ils savent très bien où ils sont et l'instant d'après, ils sont complètement perdus, un peu comme quand on regarde Mission Impossible qui se passe à Paris et que Tom Cruise prend un virage en moto et il était dans le 16e arrondissement et il sort d'un tunnel dans le deuxième. Mais c'est un peu l'effet que ça leur a fait, quoi. Donc ils étaient contents aussi parce que ça leur montrait qu'il y avait une possibilité d'imaginaire autour de lieux que eux connaissent sur le bout des doigts. Oui, parce que je crois que vous avez pris des lieux qui n'étaient pas forcément dans le Cantal, que vous avez... En plus, oui, il y a la montagne, elle est à l'autre bout du monde. Donc, enfin, en tout cas, la montagne qui m'a inspiré. Après, elle s'appelle pas comme ça. Elle est où? Elle est au Kyrgyzstan. D'accord. Donc, c'est pas le Cantal. C'est pas la même ambiance. Et au-delà de ça, le comment dire, pour moi, il y a une vraie vertu à une littérature très ancrée dans le réel. Mais moi, ce que je veux faire, en tout cas, mon goût et ma nécessité, d'une certaine manière, c'est que pour moi, la littérature, c'est une expérience du décentrage, c'est une expérience de l'altérité, c'est une expérience pas du tout biographique, autobiographique. Je pense que la littérature autobiographique a ses héros, hein, et ses mérites, mais je sais pas, pour moi c'est un peu comme vouloir courir un 100 mètres, mais en plus en s'attachant un pied. Enfin, il y a un truc dans la littérature biographique que je trouve hyper dur et qu'en dehors de certains génies, j'ai vite du mal. Et à l'inverse, j'ai lu là, il y a un livre de Jérôme Ferrari, un écrivain que j'admire énormément, qui a consacré des entretiens sur la littérature, et il dit lui que pour lui aussi c'est ça, c'est une façon, certainement pas de donner des leçons ou de donner des solutions, mais d'éprouver la complexité du monde. Et donc en faisant ça, d'aller se confronter à des choses qu'on ne connaît pas du tout. Ce qui est un peu étonnant de la part de Jean Ferré qui situe la majorité de ses romans en Corse, chez lui. Chez lui, mais il a quand même aussi écrit sur l'Algérie. Sur l'Algérie, sur les physiciens allemands et autrichiens qui ont travaillé pour les nazis. Enfin, voilà, moi c'était cette pulsion-là en tout cas qui me guidait. Donc, j'aime beaucoup le choix de Fond du Lac comme nom de ville. Qui est une vraie ville, mais... Une vraie ville, mais au Michigan. C'est ça. Donc il y a quand même un jeu, il y a aussi un jeu avec le lecteur, vous en aviez conscience de ça? Oui, j'aime bien pour le coup les petits jeux de pistes et les références cachées. Ça oui. David, alors vous, est-ce que c'est... Pourquoi... Alors le pays il existe, le Panama, mais pourquoi pas avoir choisi une ville du Panama existante? C'était trop contraignant et ça vous donnait plus de liberté finalement de vous réinventer la ville dont vous aviez besoin avec ses hauteurs, ses bas-fonds. Oui, c'est ça, c'est d'une certaine façon, on est dans ce qu'on peut appeler du réalisme magique, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'évasion complète, et je voulais pas qu'elle soit bornée soit par une topographie, soit par une trop grande observation de l'histoire. Je voulais qu'on puisse naviguer sur de l'empathie, mais de toute façon, une empathie qui est possible même quand on n'est pas sur le même continent, parce que de toute façon, la nature humaine, on la retrouve. Mais d'un autre côté, il y avait la liberté, je suis sur le même principe de fable, de conte aussi. Et j'avais vraiment envie d'être là-dedans et donc de pouvoir ne rien m'interdire, tout en essayant de conserver une forme de réalisme qui permette qu'on puisse s'identifier au personnage. C'est juste un procédé de premier lecteur en fait. Se divertir soi-même et s'emmener soi-même pour pouvoir après espérer emmener les lecteurs. Mais étant donné qu'on est le premier à suivre sa propre histoire, il y avait ce procédé-là, oui, de la fable avec beaucoup d'ouverture sur l'imaginaire.
Vous êtes 3 sur 4 à avoir choisi la forme polyphonique, Dima, Alexandre et Émilienne. Émilienne, donc chaque personnage, la jeune femme raconte, revient régulièrement, et puis chaque membre de la famille va raconter ce qui va se passer. Je disais chronique d'une mort annoncée, hein, on est dans... c'était la seule façon, le procédé polyphonique, c'était la seule façon d'avoir la vision globale à 360 degrés d'un même événement, de voir à la fois qu'ils ne sont pas forcément tous d'accord, mais personne ne va s'insurger. Hein. Et puis en plus de ces voix-là, il y a le Tigre, le fleuve qui traverse l'Irak, qui parle. Et je crois que c'est des textes tirés de l'épopée de Gilgamesh En partie. en partie. Comment on agence tout ça et puis oui, cette question de polyphonie pour avoir la même vision, la vision d'un même événement sous des angles différents. Alors moi, en fait, c'est compliqué de répondre à la question parce que l'écriture de ce livre a été très très instinctive et en fait très rapide. Ça a été, il y a eu en fait très peu de processus de réflexion sur ce que j'écrivais, comment je le construisais. Ça s'est vraiment fait comme ça. J'ai quasiment la sensation d'écrire en fait sous la dictée des personnages. Ouais, voilà, de quelqu'un, de quelque chose, des personnages peut-être. Donc il y a peu eu cette question de dire ok, est-ce que là je mets ça là, est-ce que je mets pas ça là. Donc en fait, j'ai pas vraiment de réponse à apporter. Après, voilà, je pense que c'est important qu'il y ait cette polyphonie pour pas qu'on tombe dans un discours un peu, je sais pas, je veux dire victimisant, mais c'est pas le mot, mais la pauvre jeune fille et tous, ils sont méchants et c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en fait, ces personnages, c'est un peu comme une tragédie, quoi. Ils sont tous prisonniers en fait d'un rôle, d'un destin. Et ils avancent là-dedans et c'était important aussi de montrer que c'est pas, il n'y a pas une victime innocente et que des salauds autour, quoi. C'est beaucoup plus compliqué en fait. Et la voix du tigre, c'est pareil, elle est devenue très Ouais, naturellement, les extraits de l'épopée de Gilgamesh, enfin, ça symbolise quoi dans le livre? Alors c'est pareil, c'est venu en fait très naturellement. J'aime beaucoup l'histoire babylonienne et sumérienne, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc il y avait ça un petit peu en fond, voilà, en fond de réflexion. Ce que ça symbolise, c'est, je pense que dans tout le temps que je passe dans cette région de l'Irak, parce que le texte pour moi il est ancré dans cette région, il y a quand même la sensation d'être dans un endroit particulier, dans un endroit qui a vu des tas de choses. Enfin, je veux dire, je sais pas, c'est la Mésopotamie, c'est pas rien. Et donc, je pense que ça a un petit peu baigné l'apparition voilà, du tigre. Le tigre, c'est un peu le garant de cette mémoire, c'est lui qui a tout vu passer, en fait. Voilà. Et en plus, s'ajoute à ça le fait que le Tigre, c'est un fleuve entre guillemets, qui souffre parce qu'il est malmené. Enfin, voilà, moi, il se trouve qu'en tant que photographe, je travaille sur une zone très particulière du sud de l'Irak, qui sont les marais de Mésopotamie, qui sont alimentés par l'Euphrate et par le Tigre, et avec toute la question de la sécheresse, des barrages qui sont construits en amont des deux fleuves. Et donc avec l'idée en plus que ces fleuves, ils sont là depuis toujours, mais ils pourraient... Enfin voilà, rien ne dit que les choses vont rester comme ça. Et donc voilà, il y a une vraie... Je pense que ça aussi, ça a baigné toute l'écriture, quoi. Dima, donc deux voix, un dialogue qui s'installe, enfin. C'est le grand pouvoir de l'autrice, ça, d'avoir pu enfin les faire dialoguer par ce livre. Alors, ils ne se parlent pas, mais ils se parlent finalement beaucoup par chapitre interposé. Ils se parlent via le lecteur. Ils ont vraiment cette incapacité à montrer leurs émotions, à se confier l'un à l'autre.
Et je crois que la littérature, c'est la réponse que j'ai trouvée pour les faire parler. On parlait de mémoire là, avec le tigre. Euh, En fait, la mémoire est un problème pour eux. Et l'autre est un problème aussi parce qu'il voir l'autre met en branle la mémoire. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils sont l'un pour l'autre des révélateurs de la mémoire. Euh, ils font une guerre à leur mémoire, tous les deux, mais on comprend dès les premiers chapitres que c'est voué à l'échec. Et, euh, et oui, ils cherchent un peu à enterrer tout ce qui est insupportable pour eux, quoi. Mais évidemment que c'est voué à l'échec. Mais je crois que cet immense amour qui les lie, finalement, est dit d'une certaine manière, sans qu'ils aient à le dire avec des mots, sans avoir à s'adresser directement l'un à l'autre. On le sent, je suppose, j'espère en tout cas que le lecteur le sent. Et, euh, et je crois qu'il se parle aussi à travers ce langage botanique, Oui. qui est un vrai langage dans le roman, qui dit beaucoup de choses et qui dit beaucoup de choses de la mémoire aussi d'ailleurs. Parce que euh, c'est, c'est un peu cette botanique-là, c'est un peu pour éviter de parler de ce qui est fâcheux, aussi parce qu'ils n'arrivent pas à se parler. Mais c'est pas que ça. Je crois que c'est une espèce d'Eldorado perdu peut-être. Il y a quelque chose quand même de très nostalgique dans cette botanique, comme, comme un peu une métaphore de ce qui a été avant tout ça, avant la guerre, il lui parle du potager de la La grand-mère, grand-mère. par exemple, et c'est un peu cette vie d'avant, ouais, ce qui est perdu, voilà. La botanique est un peu ce qui est perdu et ce qu'il cherche en permanence à reconstruire, et l'un et l'autre. Euh, et puis c'est un peu des poètes tous les deux, je crois. Et donc ce langage botanique, il est là pour mettre ça en lumière. Euh, Alexandre, j'ai dit roman polyphonique, ils sont 5. Il y a Laurentin, le capitaine de gendarmerie, qui est arrivé il y a quelques années. Il y a Élie, il y a Louise, il y a Lison et il y a Jean. Euh, Là aussi, ça nous donne 5 regards sur les mêmes événements. Vous n'employez pas le jeu JE, hein, c'est pas 5 voix. Finalement, on finit par se les créer, les voix, mais vous ne créez pas les 5 voix. Euh, Il y en a un du cru, c'est Jean. Il y a Laurentin et il y a Lison qui sont arrivés déjà depuis plusieurs années. Lison, elle a épousé un agriculteur du coin et elle s'est installée là, elle a fait sa vie là. Donc eux, ils sont presque adoptés. Et puis il y a les 2 étrangers, Élie et Louise. Et ça, vous en avez fait un opéra de ces 5 voix, enfin je trouve. Comment vous les avez entendues, ces voix, pour les écrire? Oui, oui, exactement. Enfin, il n'y a pas d'autres mots. J'aime beaucoup ce qu'Emilienne disait, c'est que moi, évidemment, bon, ça fait 3 ans maintenant que je parle de ce livre, donc j'ai eu le temps de développer un discours autour de ce que j'avais voulu faire, mais au moment où je le faisais, j'en avais aucune idée. Et, euh, et c'est au point où, alors, je pense que, en particulier sans doute pour le premier roman, mais on se réfère toujours à, j'imagine, dans l'écriture, à des choses qu'on a lues, qu'on a vues, qui nous ont beaucoup touchés. Et c'est vrai que moi, dans les grands maîtres de mon panthéon personnel, il y a beaucoup de polyphonie. Donc c'est quelque chose vers lequel je pense j'allais assez naturellement. Mais l'exemple Je peux vous demander qui Faulkner, c'est comme le grand maître de la polyphonie. Et puis voilà, enfin, évidemment maintenant il y a plein de choses qui vont m'échapper maintenant que j'en ai besoin, mais dans Tous les hommes du roi, c'est polyphonique aussi. Pen Warren, pour moi c'est un livre incommensurable. Et
Donc est-ce que la polyphonie me parle parce que j'ai ce goût-là d'explorer un peu la complexité du monde et, comme tu le disais aussi, de ne pas se contenter de dire oh là là, la pauvre victime ou quelque chose comme ça. Enfin, oui, c'est l'ambition de la littérature, elle doit être là. On n'écrit pas, je sais pas, la mort est mon métier pour dire le nazisme c'est mal, quoi. C'est plus complexe que ça. Et après, comment ça s'est fait, c'est un peu étrange dans le sens où l'exemple que je donne toujours, c'est que moi j'avais 3 voix en tête. Et il y a 2 voix qui sont apparues un jour pendant l'écriture, mais vraiment sans que je le décide et sans que je le sache et sans que je sache qui parle au début, quoi. J'écrivais. Alors c'est aussi une sorte de mécanique d'entraînement de se dire que quand on reprend l'écriture, en plus, bon, pour moi l'écriture c'est compliqué, c'est à côté de la vie, il y a des conditions matérielles, presque spirituelles assez lourdes pour moi pour que je puisse écrire. Donc c'est des temps très resserrés, loin des miens, il faut que ce soit efficace, il faut que ce soit rentable, ce qui est l'antithèse de ce qu'il faudrait. Donc une de mes mécaniques d'entraînement, c'est de me dire, quand je reprends, je prends une autre voie, parce que c'est plus facile, quoi, de se relancer dans quelque chose comme ça. Je rêve pas, vous êtes scénariste Je suis à côté. scénariste à côté. Et justement, je me disais, comment on gère les deux en même temps? Est-ce que les voix qu'on écrit d'un côté quand Non, on ça écrit reste, des scénarios et les voix du bouquin, ça fait quand même beaucoup de monde dans la tête, quoi. Non, ça n'a rien à voir. C'est une grosse erreur de calcul de ma part. Mais donc je me relance dans une nouvelle voie à chaque fois. Et un jour, je commence un nouveau chapitre de Louise. Et au bout de 3 paragraphes, je dis, c'est pas du tout Louise qui parle, c'est quelqu'un d'autre. Et ça s'est vraiment passé comme ça. Maintenant, oui, non, c'est un très mauvais calcul de ma part, le scénario, parce que c'est un moment où je me dis, ton premier roman va être publié. C'est beaucoup plus enthousiasmant d'écrire que ce que tu fais par ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'écrire tout le temps, quoi? Et on me parle du scénario et je me dis, ah tiens. Puis bon, ça m'intéresse, grand fan de cinéma, de séries. Et je me lance là-dedans. Et en fait, c'est pas que c'est pas plaisant le scénario, mais ça n'a rien à voir. D'abord, c'est un travail de commande, systématiquement. Et c'est un travail dans lequel on est infiniment moins libre que dans le travail romanesque. Donc non, c'est pas du tout la même discipline de ce point de vue-là. Le scénario est beaucoup moins spontané aussi, dans le sens où pour écrire un personnage, il faut avoir toute son histoire. On pose l'histoire, quoi, on sait qu'il est né en quelle année, comment il a grandi. Oui, il y a une Bible. Enfin, Il y a un truc, quoi. On a un portrait du personnage qu'on va exploiter avant qu'on écrive. Parce qu'en plus, il faut passer par des documents intermédiaires de plus en plus complexes. Donc, au début, on écrit vraiment qui sont les personnages et qu'est-ce qui va leur arriver. Et puis, si quelqu'un nous fait confiance, on développe un peu l'histoire, etc. On ne peut pas faire comme dans le livre, y aller un peu à l'abordage sur son frêle radeau en se disant j'y vais et puis je verrai ce que l'histoire me racontera. Enfin, on peut essayer, mais on ne gagnera pas très bien sa vie. David, vous, c'est pas polyphonique, mais il y a beaucoup trop de Enfin, je pense que ça aurait été très compliqué. Il y a beaucoup trop de mais quelque part, personnages. ça l'est un peu quand même. Quoi? Quelque part, ça l'est un peu. Oui, mais en fait, et puis il y a énormément de dialogues. Et donc Ouais. finalement, ces voix, on les entend. Vous avez trouvé le moyen qu'on les entende. Et On a il le y a les regard. points de vue, il y a les regards. Ouais. Et quant au dialogue, je me suis quand même posé la question, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes auteur de pièces de théâtre et metteur en scène. Est-ce que, parce qu'on sait à quel point le dialogue peut être casse-binette en littérature, est-ce que justement cette expérience du théâtre, cette maîtrise totale de l'écriture théâtrale, vous a aidé dans l'élaboration des dialogues pour le roman? Oui, ça aide parce que d'abord, on a moins peur de faire parler un personnage. La différence qu'il y a sur une pièce de théâtre, c'est qu'on a quelques didascalies, mais il n'y a pas la voix d'un narrateur ou il n'y a pas la polyphonie de personnages racontant l'histoire. Donc on est obligé de faire confiance aux acteurs qui vont avoir en charge le personnage. Donc ça borne énormément, ça réduit, et par rapport à un roman, ça procède presque du haïku. On limite. Et c'est seulement le personnage qui raconte l'histoire de son point de vue.
quand on écrit un roman, on peut développer des tas de choses. Il y a tout un circuit narratif dont on n'a absolument pas besoin pour l'écriture dramatique. Ça, en ça, c'est intéressant. Et du coup, quand on a à faire parler des personnages, oui, ça m'a aidé. J'étais pas particulièrement angoissé de faire parler des gens. Pour moi, ça se raccordait très bien à un passage de description, à une situation développée par une voix, la voix d'un narrateur. Ça s'enchaîne, ça se coule. Je dis pas qu'on le réussit toujours. Il faut le reprendre, il faut le travailler, mais c'est pas un écueil en soi. Ça porte. Je disais que l'hostilité, elle était plus portée par les gens qui peuplent les territoires que par l'environnement. Si on pense environnement, lieu, euh, c'est assez présent chez vous, Alexandre. Euh, j'ai dit que c'était un pays un peu désertifié. Les gens se plaignent parce que leur territoire se vide. Et en même temps, il y a quand même ce côté du bon paysan. Je viens d'un milieu comme ça, donc je le vois très bien, qui finalement voit quand même d'un mauvais œil l'arrivée de l'étranger. Et l'étranger, il peut vivre à 15 bornes parfois. Hein. On Oui, peut être oui, vite. oui, oui, bah, typiquement, un des personnages de la vie réelle qui a un peu inspiré, c'est des personnages composites. Mes personnages, c'est plusieurs gens à chaque fois. Et il y en a un, oui, qu'on appelle le Parisien, parce qu'il est arrivé il y a 35 ou 40 ans et qu'il venait de Rambouillet. Donc, il y a un truc. Donc il y a cette mentalité-là, indéniablement, mais c'était pas non plus le sujet principal pour moi. C'était vraiment je crois hein, que l'histoire que je raconte, c'est une histoire d'enracinement, enfin une tentative d'enracinement, donc enfin une histoire d'exil en fait. Et ça m'est venu, je sais pas, 1 an et demi après la sortie du livre. Un jour, dans une rencontre, j'ai dit oui, je crois que c'est un livre sur l'exil. Pour moi, c'était une épiphanie. Et puis, il y a un lecteur qui m'a dit, mais le dernier mot du livre, c'est exil. Enfin, dans la dernière phrase du livre, il y a le mot exil. Donc, j'ai dit, oui, bon, c'était peut-être évident pour les autres. Mais pour moi, il a fallu que je... Et la question de l'exil, elle est pleinement là-dedans. C'est un lieu n'est jamais vide. Donc l'exil, c'est où est-ce que je vais vivre. Et vivre, c'est pas juste se lever, aller au travail et consommer, quoi. C'est qui m'aime, qui fait le chemin avec moi, avec qui je converse, dans quel monde je suis, dans quel dialogue je suis. Et, donc comment je m'approprie l'existence et le cadre de mon existence. Donc ça peut être dans le conflit, ça peut être aussi dans c'est aussi un livre de rencontres, de grandes rencontres. Et oui, c'est sans doute un désir fondamental, c'est la palissade quoi, de tout être humain, quoi, de connaître cette rencontre-là, quoi, le moment où on se dit enfin, je suis à ma place, je suis là où je devrais être, et si c'est dans une forêt où il fait -10 6 mois par an, et ben c'est là, et voilà. Et puis je faisais un miroir aussi entre, décidément, tu parlais du tigre qui souffre lui-même. Et je fais moi aussi, je crois, un parallèle entre la violence qu'on fait aux gens et la violence qu'on fait à l'environnement dans lequel ils vivent, et aux arbres, aux rivières. Et donc j'allais pas. Enfin, il me semble qu'il y avait un écho comme ça, que c'est pas un hasard que ça se passe à cet endroit-là, en tout cas. Exil, trouver sa place. Dima, si ça vous fait pas réagir, parce que finalement, je cherchais avec ce terme d'environnement hostile par rapport à vos personnages, et en fait, moi j'ai l'impression qu'ils sont leurs propres ennemis. Cette incapacité à se sentir à sa place qu'ils ont l'un comme l'autre. Hein. Elle, mauvaise herbe issue de mauvaise herbe. Et en fait, c'est une espèce d'exil intérieur permanent. Oui, mais quand même pas que. Je pense que ils ne sont pas que leurs propres ennemis. Je pense qu'il y a un environnement là pour le coup qu'on peut et c'est très vrai ce que vous disiez tout à l'heure,
c'est que c'est une question de personne et non d'environnement. Enfin, si, à moins d'être enfermé dans une cave, ok, c'est un environnement hostile. Mais non, en fait, bon, la petite, c'est particulier parce qu'elle est née dedans. Mais il faut pas oublier que pour le père, une guerre civile, c'est pas n'importe quelle guerre. C'est-à-dire que l'ennemi n'est pas extérieur. C'est des gens Le voisin, c'est c'est la des gens famille. qu'on aimait, c'est des gens parmi lesquels on vivait, qui mutent. Enfin, en tout cas, avec les yeux du père, pour le père, c'est des gens qui mutent. Euh, donc du coup, et c'est très important de souligner que cet exil intérieur que les deux personnages vivent, ce n'est pas une espèce de choix métaphysique. C'est-à-dire, ils ne se donnent pas une espèce de position privilégiée en se disant, bon, on a mieux compris les choses que les autres, on est des gens cultivés, on est des gens intelligents, donc du coup, on ne participe pas à ce que cette meute de gens est en train euh, de faire. Ils sont marginalisés par les autres, qui sont cet environnement hostile. Les autres sont cet environnement hostile. Euh, Encore une fois, et je rejoins tout le monde, on n'est pas du tout dans une vision manichéenne, hein. C'est-à-dire que c'est des méchants et mes deux personnages, c'est des gentils. Justement, c'est des gens qui sont comme vous et moi, c'est des cousins, c'est des frères, c'est des copains qui se retrouvent un petit peu engrainés, petit à petit, d'une manière très insidieuse. euh, dans cette guerre. Et je trouve que cette phrase du père elle doit être assez marquante, je suppose, pour le lecteur. Quand il explique, il dit, je ne sais pas comment on en est arrivé là. Tout ce que je sais, c'est que j'ai ouvert la fenêtre un matin et j'ai trouvé une guerre civile. Et c'est important parce que une guerre civile n'arrive pas d'un coup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une invasion d'un ennemi et on se retrouve en guerre. C'est-à-dire qu'on glisse, on appelle ça des événements au début. Il y a eu des événements. Tiens, il y a eu un tel qui a été enlevé. Tiens, il y a eu un tel qui... Vous voyez, et au bout d'un certain temps, les mots sont mis. Ok, bon, là, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai trouvé une guerre civile, on y est. Donc, euh, donc cet exil intérieur, oui, il n'est pas, encore une fois, une espèce de choix comme ça d'intello, quoi. Ils sont marginalisés parce qu'ils ne ressemblent en rien à ce qui les entoure et on en revient à ce sentiment de se sentir étranger, à ces mauvaises herbes. Et oui, ils poussent parmi autre chose. Et c'est extrêmement difficile parce que c'est une solitude qui pèse très lourd. Et, euh, et pour le père, je suppose, j'imagine que ça doit être encore plus difficile parce que ce qu'on exige d'un homme par des temps comme ceux d'une guerre civile est extrêmement violent. Ce qu'on lui demande, même si on ne lui demande pas Explicitement. explicitement, pardon, euh, finalement, il est marginalisé par les choix qu'il ne fait pas ou par les choix qu'il fait de ne pas participer. Ce choix-là que j'appelle le choix de la liberté est très cher à payer pour eux. Ce qu'on attend des hommes dans le cadre d'une guerre civile, ce qu'on attend des hommes dans le cadre d'une guerre émilienne, mais aussi ce qu'on attend des femmes. Euh, Là, l'hostilité, elle est clairement au sein de la famille. La violence, elle est sourde, elle est là. Et c'est quand même cette notion d'honneur qui, qui pourrit tout. Mhm. Et cette idée que, en fait, le corps des femmes ne leur appartient pas. Et je trouve que là où ça devient intéressant, c'est quand on s'éloigne un peu, quand on fait une espèce de zoom arrière et qu'on dit, mais en fait, cette idée que le corps des femmes ne leur appartient pas, c'est pas du tout spécifique à cette région ou à l'Irak ou au Moyen-Orient ou au monde arabe ou musulman. C'est
encore aujourd'hui, c'est partout, ou presque partout, ça peut être à des niveaux plus ou moins exacerbés, mais c'est... Il y a les injonctions qui sont faites aux femmes et qui se manifestent souvent par des injonctions sur leur corps, quoi. Je veux dire, mais que ce soit... alors ça peut être dans le sud de l'Irak, voile-toi et reste vierge, mais entre guillemets en Occident, en Europe, c'est... n'aie pas de cheveux blancs et fais ton régime avant l'été. Et rase-toi les poils. Et rase-toi les poils. C'est au final, on, si on, je veux dire, si on prend en fait la racine de tout ça, ça revient à dire, voilà, le corps des femmes, en fait, il ne leur appartient pas vraiment, quoi. La société, ou les hommes, ou, enfin voilà, la société dans son ensemble a une sorte de droit de regard qui est plus ou moins, qui va plus ou moins loin. Ça peut être insidieux, ça peut être une espèce de pression sociale, quoi. Justement, genre rasez-vous les jambes, sinon quand même, voilà. Ou ça peut être beaucoup plus radical, comme ce dont il est question dans le roman. Mais en fait, on en arrive à ça, quoi, au final. Société, sociale, moi j'ai l'impression, David, sur cette idée d'hostilité, l'hostilité, c'est chez vous, c'est aussi les puissants qui écrasent les petits. Je parlais de corruption, de trafic, il y a une espèce de gouverneur qui a un roitelet en puissance et puissant. Oui. L'homme est un loup pour l'homme, quoi. Enfin, il y a vraiment. Oui, mais ça rejoint ce que disait Hélène aussi, c'est-à-dire que les femmes ne possèdent pas leur corps. Là, on est dans une société où le corps des femmes est utilisé par le bon vouloir des hommes. Et elles ne reprennent possession de leur vie qu'à partir du moment où elles choisissent de monnayer, de se servir de leurs atouts pour sortir du cercle infernal dans lequel elles sont. Ça va aussi bien de madame qui tient un bordel et qui a fait son chemin depuis elle les bas-fonds quand elle était enfant et qu'on la prostituait de force, et qui a pris sa vie en main et qui a choisi de diriger les choses. Mais ça procède de la même chose, c'est-à-dire que je ne vois pas trop de différence entre le diktat, par exemple, qu'on va imposer en France aux femmes sur la façon dont elles doivent se vêtir pour aller travailler. Il y a un dress code dans le domaine du travail. Je suis désolé, mais chaque fois qu'il y a eu des avancées majeures, il a fallu que les femmes les négocient. Le droit à l'avortement, le droit à la pilule, c'est le manifeste des 143 salopes où il fallait s'affirmer et dire « moi je l'ai fait ». Et il fallait du courage pour ça aussi. Donc même si on est dans une société apparemment plus permissive que celle qui est décrite dans ce livre, les choses ne bougent pas dans le fond aussi vite et aussi profondément que ça. Donc on est dans une société qui reflète complètement, même si c'est entre 46 et 60, en écrivant, je n'avais pas l'impression que fondamentalement, les possibilités des femmes avaient autant évolué que ça dans la société dans laquelle je vis et dans laquelle j'écris aujourd'hui. C'est toujours un combat, je veux dire, pour la moindre des choses. Être une femme est infiniment plus difficile qu'être un homme dans notre société. Donc, les choses n'ont pas tellement avancé. C'est magique parce que la question d'après, c'était que je voulais qu'on parle de la place des femmes dans le texte. Donc mais c'est parfait. Alors évidemment, elle est centrale chez vous, Émilienne. C'est toute la question, la place des femmes dans la société. Et la place des hommes. Irakienne, et puis finalement dans le monde, puisqu'on peut transposer. Mais moi, je voudrais qu'on commence par ces messieurs. Et par Alexandre, parce que moi je trouve qu'il y a quelque chose, j'allais dire, profondément féministe dans vos personnages féminins. Je ne sais pas si féministe est le bon mot, puis voilà. Mais il y a Louise qui est arrivée là assez traumatisée, qui s'est fait tripatouiller par le père d'une copine, quasiment sous les fenêtres de ses propres parents à elle, donc, quand le nid ne protège plus, et qui est venue là pour travailler avec des chevaux dans une ferme. Et c'est pas une victime, Louise, c'est une guerrière. C'était important pour moi que ce soit un roman de lutte, oui.
c'est comme on est le petit démiurge de son propre univers, de son propre roman, on peut décider un peu qui gagne à la fin. En tout cas, on peut essayer de... Non, je dis ça un peu comme un pied de nez, mais on peut décider d'essayer de réparer le monde réel. Et réparer le monde réel, c'est pas écrire un dessin animé pour enfants où forcément, dès que le héros sort son épée, il devient super fort et il a gagné d'avance. C'est de détailler d'une certaine manière quel est le combat en cours, quelles sont les blessures qui ont été infligées, quel est le champ de bataille finalement, où est-ce qu'on est, quoi. Et de se dire quelles sont les sorties possibles, quoi, d'une situation comme ça. Et donc, je sais pas, moi j'avais ce personnage extrêmement clairement dans la tête depuis assez longtemps. Je lui trouvais pas de je lui trouvais pas de cadre à son histoire, et je trouvais pas d'alter ego en face à lui mettre en face. Et c'est le jour où j'ai trouvé en fait que le roman est vraiment né. Après, il a fallu l'écrire, mais le cadre, c'est étonnamment ou pas, mais j'en laisse les autres juges. J'ai lu un jour, bien avant que ça fasse la une du Monde, je sais pas, 4 ans avant, quelque chose comme ça, une enquête assez terrifiante sur le fait qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours en France. Et qu'en gros, on sait que dans 10 ou 20 ans, on ne sait plus qui va nous nourrir. Parce que entre ceux qui se tuent et ceux qui partent à la retraite, et les quelques jeunes qui se lancent là-dedans, où il faut investir parfois des centaines de milliers d'euros pour commencer, pour gagner moins qu'un SMIC, sans pouvoir prendre de vacances. Enfin, c'est une vie... Et ben, ça, c'est pas directement dans le livre, mais j'avais le terrain, quoi. Là où elle allait aller, quoi. Et là où elle allait lutter. Et puis j'ai trouvé son alter ego un peu par hasard. Ça plutôt au fil de l'écriture, quoi. Mais c'est aussi une histoire de... c'est la place des femmes, mais c'est la place des hommes vis-à-vis des femmes. La lutte des femmes, c'est pas la lutte des femmes seules, c'est la lutte de tout le monde. Et donc c'était... Enfin voilà, le personnage de Jean, il n'est pas spécialement féministe dans sa position dans le monde, ou dans ses attitudes, ou dans les valeurs qu'il véhicule, mais en fait il l'est. Enfin, il y a un truc un peu comme ça. Et pour autant, on ne dit pas il est féministe, de la même manière que moi je ne dis pas je suis féministe. Je pense pas qu'un homme puisse se décerner ce blason. Il peut être un bon compagnon, il peut être un allié. Il doit écouter avant de dire. Et donc moi j'ai écouté Louise. Jean, il est bourru, enfin, il vient d'une famille un peu violente, enfin, Oui, il y a une vraie violence. Et il a une fascination pour cette femme qui est Céline. Alors c'est bien Céline, hein, parce qu'au début, Céline, en fait, elle vient à l'enterrement du mari de Lison, c'est pas bien, voilà, puis elle s'installe chez Lison, c'est pas bien non plus quel rapport elles ont toutes les deux. Et Jean, il voit cette femme et il est fasciné. Oui, il est fasciné parce que là aussi, c'est peut-être une histoire d'alter ego. Il voit quelqu'un qui est manifestement aussi puissant qu'il l'est, et qui en même temps est de tellement ailleurs que c'est comme un mirage, quoi. Pour lui, c'est complètement irréaliste. C'est quelqu'un dont il n'aurait jamais dû croiser la route. Et pour autant, et ça le ramène aussi à sa petite position dans le monde, parce que Jean est un homme qui a renoncé aux femmes, qui a un cadre de vie, et voilà, il est ce qu'il est, et il a, je sais plus comment, j'ai écrit ça il y a trop longtemps, mais il dit qu'il a fait taire tout ça en lui, et qu'elle ramène ça à la vie juste en étant là, et pour lui c'est beau, mais c'est terrifiant. C'est sans doute pour lui une expérience
traumatique, c'est pas le mot, mais en tout cas très dérangeante, quoi. Et elles sont fortes aussi, Lison et Céline. Alors Lison, elle a 2 enfants, il y a une espèce d'obligation à tenir. Mm. Et en même temps, je trouve cette scène absolument géniale quand elle est très malheureuse, elle est veuve depuis très peu de temps, et elle prend sa voiture, une couverture, et elle va dormir dans sa voiture à un endroit où ils allaient tous les deux amoureux. Et, et cette scène, oui, elle est bouleversante. C'est compliqué le deuil. On parlait de la complexité du monde, c'est de rendre compte de la complexité. Les sentiments qui nous traversent au moment du deuil, ils sont tellement protéiformes, contradictoires. Enfin, ce serait le sujet d'une conversation à part entière, mais c'est drôle parce qu'il y a un podcast qui vient de sortir, je crois, et que j'ai écouté cette semaine en tout cas, et qui m'a fait penser à cette scène d'une certaine manière. C'est Maya Mazorette qui raconte sur France Inter le deuil de son compagnon qui est mort à 29 ans sans raison, qui a fait un arrêt cardiaque dans un champ. Il n'était pas malade, et elle introduit le podcast en disant c'est pas une histoire triste que je vais vous raconter. Et effectivement, c'est pas une histoire triste. Et il y a de ça aussi chez Lison. Il y a un immense chagrin, mais il y a la reconnaissance qu'elle a pour lui de ce qu'elle a vécu jusque-là, de comment elle est sortie de son orbite de vie grâce à lui, j'allais dire à cause de lui, mais grâce à lui, de tout ce qu'il lui a donné. Il lui a donné des enfants, il lui a donné... et en fait, il lui a donné une force immense. Et quand elle se met à rêver de repartir, de faire autre chose, de reprendre les fils, tous les fils qu'elle avait coupés pour mener cette vie-là, en fait, elle peut le faire parce que de là où il est, il l'autorise. Enfin, il l'autorise. Non seulement il l'autorise, mais il l'encourage. J'aime beaucoup ce que vous dites, dans le sens où effectivement, ma question, elle était sur les femmes, et il y a toujours le pendant masculin qui est là. Et, enfin, moi, je trouve ça très réjouissant de me dire que ça peut fonctionner. David, vous l'avez un peu évoqué, ces femmes qui ont un peu que leur corps à vendre pour s'en sortir. Euh, on pourrait se dire que dans ce cas-là, on parlait de manichéisme tout à l'heure, les méchants c'est les hommes, les gentils c'est les femmes. Mais en fait, non, les femmes peuvent être aussi terribles. Oui. C'est-à-dire que Issa, qui est un de vos magnifiques personnages, qui va travailler chez Madame, et qui devient un peu la star de chez Madame, qui est une enfant qu'une femme a exploitée alors qu'elle était toute petite et a vendu son corps avant de la vendre à Madame. Et il y a un autre personnage, il y a Yuma qui vient de cette favela, de ce bidonville, qui est belle comme un cœur, qui le sait, et qui a tout de suite compris que c'était Sa porte de sortie. sa porte de sortie, Ouais. et qui, par jalousie, va marquer à vie Issa. Donc oui, il n'y a pas que les hommes qui sont ce danger pour les femmes. La violence, elle circule partout, dans tous les milieux et entre tous les sexes, quoi. Je veux dire qu'elle est partagée malheureusement. Elle est inhérente à la nature humaine. Donc, homme ou femme, on a nos parts sombres et elles s'expriment parfois quand on est dans le pire du désespoir. Elles peuvent devenir extrêmement violentes. Donc oui, on est sur un parcours comme ça qui se distribue. Mais pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, quand les femmes se libèrent, elles libèrent les hommes. Mais malheureusement, elles ne peuvent pas se libérer complètement sans l'appui au moins de quelques-uns qui les rejoignent. Et effectivement, se dire féministe pour un homme, c'est un peu absurde parce qu'on n'a absolument aucune raison de légiférer sur un corps qui n'est pas le nôtre. Or, pour avoir accès à certains droits, on va demander aux hommes de légiférer. C'est complètement absurde et c'est constamment ça.
Et là, on est... David, je pense qu'Emilienne et moi, on a Oui, très pardon. envie de se lever et de vous faire des câlins, mais on peut pas, il y a le plexiglas, la crise. Non, mais c'est parce il l'a très bien dit en plus. Voilà, on ne devrait même pas nous demander notre avis à nous pour ce qui est de la pilule ou de l'avortement. C'est pas notre corps. Et pourtant, ça passe par nous. Mais s'il n'y avait pas eu ces changements-là, la société des hommes n'aurait pas été rendue un peu meilleure. Faut le voir complètement comme ça. Mais là, dans une histoire comme ça, on a constamment aussi des relais du même genre, parce qu'un personnage comme Mierbeau, il ne va pas aider juste sa caste, simplement. Il va circuler à l'intérieur d'une société, il va tendre la main à n'importe qui, aussi bien une femme qu'un enfant. Oui, au début, on dit qu'il est le justicier des femmes, et puis finalement, tout le monde. Oui, Puis on finit par le manipuler, mais. aussi, oui, oui, mais voilà, bon, parce qu'il a la possibilité de le faire et parce qu'il y a une forme d'empathie aussi très forte, euh, il agit. Et je rejoins encore ce que tu disais, c'est-à-dire que quand on écrit un roman, on a la possibilité d'influer sur le réel, alors qu'on sait que dans la vie c'est beaucoup plus complexe et qu'on n'y arriverait probablement pas. Mais au moins on se dit, voilà, un personnage va parvenir à faire avancer un peu les choses. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un Hierbo dans la vie, ou même des milliers de Hierbo. Malheureusement, il y en a assez peu. Mais bon, effectivement, on est dans le roman et on peut construire quelque chose avec apporter un espoir, et un espoir, une part de cet espoir peut se concrétiser, tout en espérant que ça va influer sur le monde réel, mais en étant malgré tout lucide. L'art n'a jamais changé profondément la vie. Malheureusement, mais Émilienne, on parlait de ce corps des femmes qui ne leur appartient pas et qui est assez invisibilisé, en fait. Euh, je voudrais lire un passage où la jeune femme parle de sa belle-sœur. Amir a bien choisi, dit ma mère. Banine est une bonne épouse. Elle ne quitte pas la maison, ne parle pas trop fort, connaît sa place, prévient les moindres désirs de son mari. Banine est une ombre empressée et voilée. Elle s'active à la cuisine, dans les chambres, ces tâches domestiques qui sont son univers, dans lesquelles elle s'absorbe, se fond, se perd, jusqu'à s'y dissoudre complètement. Il y a cette idée de dissolution de la femme quand même dans tout le livre. Et elle-même va redevenir poussière. Et on va essayer aussi de dissoudre son souvenir. Quand cette jeune fille sera assassinée, il faudra que les petits frères et les petites sœurs l'effacent de leur mémoire. Alors le personnage de Banine, en fait, il est directement inspiré de quelqu'un que je connais et qui est un peu cet archétype de la femme, oui, qui à un moment, Banine, elle dit, je suis peut-être la plus heureuse de tous, parce qu'en fait, elle vit un peu dans la cage qu'on lui donne, elle cherche pas à en sortir. Elle s'en est fait une cage dorée. Oui, ou pas dorée, mais, Non, bah, enfin, elle mais elle s'en accommode, en fait. Et c'est marrant parce que ça rejoint des discussions que j'ai beaucoup, parce que donc encore une fois, dans cette région du sud de l'Irak, j'ai beaucoup d'amis, on se connaît suffisamment pour avoir des conversations à bâton rompu. Et c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment... moi, il y a des femmes qui me tiennent des discours du style mais enfin, Amy, les hommes nous sont supérieurs par nature, il faut l'accepter, et puis du coup, c'est normal qu'on les serve, quoi. Et donc, bon, évidemment, je suis tout à fait d'accord. Et puis, il y a des femmes qui sont beaucoup plus dans la révolte, ne serait-ce qu'en parole, quoi. Mais c'est vraiment intéressant de voir les situations, les attitudes peuvent être très très différentes. Et je rejoins ce que disait David sur le fait, et ce que tu disais toi aussi, Sophie, avant, sur le fait que voilà, les femmes peuvent aussi contribuer à, c'est pas à l'asservissement, mais enfin, peuvent contribuer voilà, à maintenir d'autres femmes dans un certain état de fait. Et voilà, on n'est pas sur les hommes sont méchants, les femmes sont gentilles.
Euh, voilà, après, bon, c'est vrai que là, il est question d'un patriarcat qui est très très fort. Et en l'occurrence, bon, c'est les femmes qui, dans les faits, en payent le prix. Et en plus, à la différence de romans où on peut essayer d'arranger le réel, enfin voilà, moi c'est un livre qui est assez désespéré, quoi, c'est un peu une tragédie grecque, on y va. Et en fait, c'est très irakien, quoi. Il y a cette espèce de, il y a beaucoup de vie chez les Irakiens, mais il y a aussi cette espèce ouais, de désespoir que moi j'ai eu senti. Enfin, je me souviens, j'ai un ami, j'ai un ami assez proche qui s'appelle Abbas, et il a, je sais pas, 20, 22 ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et un soir, on était au bord de l'Euphrate, et il m'a dit, mais tu sais, l'Irak, en fait, c'est le pays de la mort. Et vous avez quelqu'un en face de vous qui a cet âge-là et qui vous dit ça. Ouais, c'est assez désespéré, en fait, quoi. Environnement hostile. Euh, Dima, sur la question des femmes, j'en ai 3 en une pour vous. Euh, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, cet enfant qui va devenir une jeune fille, qui va barouder, puis qui va revenir s'installer et devenir mère, et que la maternité, vous l'avez dit, la ramène. Il y a cette difficulté à se créer son identité de mère aussi. J'ai ce sentiment-là, première, j'ai dit 3 en une. Il y a un personnage féminin, secondaire, mais quelque chose, enfin, qui moi me semble très important dans le livre aussi. C'est le personnage de Sandrine, et j'aimerais bien que vous nous en touchiez quelques mots. C'est la seule amie qu'elle se fait à son arrivée à Paris. On peut dire quoi? Qu'elle est différente, Sandrine? Et Non, je pense qu'elles se reniflent toutes les deux, puis elles elle, se oui, parce reconnaissent. qu'elles sont un peu en Ouais, marge. Et ouais. elle dit que Sandrine a une intelligence singulière, et que l'élégance de Sandrine est, je trouve, une forme d'intelligence. Parce que Sandrine a une espèce de sourire accroché en permanence. Permanent, ouais. Et puis à un moment, il va y avoir une espèce de mort Mm, métaphorique, mais quand mm. même de mort de Sandrine qui est absolument terrible. Donc, deuxième chose, Sandrine. Et pour finir, puis c'est bien parce qu'on va après finir là-dessus, avant les questions du public, la place de la mère. Alors, on va commencer C'est par ça. la place de la mère. La mère, elle a une place euh, extrêmement effacée. Euh, on me dit souvent, on me pose souvent cette question, mais vos personnages, je ne sais même pas si on peut dire qu'ils sont secondaires, ils sont pas là. Mais c'est un parti pris très fort. En fait, c'est un choix qui est extrêmement affirmé. C'est-à-dire que ce livre n'est pas du tout une histoire de famille. Euh, c'est un huis clos. C'est un huis clos, c'est un dialogue qui se fait à travers le lecteur entre ces deux personnages qui n'arrivent pas à se parler. Et jusqu'au bout, c'est le père et la Il n'y a fille pas de et place. personne d'autre. Et c'est un parti pris qui est extrêmement fort, qui est extrêmement affirmé. Et on sent bien que ce n'est pas une espèce de... euh, ils parlent seulement l'un de l'autre et pas beaucoup, même si lui, il parle beaucoup de sa femme à un moment quand même. Euh, c'est, c'est pas un choix affectif. C'est pas que les autres ne comptent pas. C'est un huis clos, c'est un parti pris, c'est un dialogue qui s'instaure à travers le lecteur. Donc voilà pour ce qui C'est est de pas le la... sujet. Voilà, ce n'est pas le sujet exactement, pour ce qui est de la place de la mère. Ensuite, vous m'avez dit pour Sandrine. Alors Sandrine, je pense que ça aurait pu être un homme, hein, c'est là, c'est vrai que ce sujet de la place de la femme dans la société, moi, je suis un peu hors sujet parce que j'en parle pas tellement. Ce n'est pas vraiment mon sujet. Mais en tout cas, Sandrine est un personnage effectivement qui est central dans le roman. C'est, je crois qu'elle est là pour dire un autre absurde, parce qu'on n'est plus du tout dans la guerre, on est dans Paris. On est à l'âge de la puberté à peu près pour Sandrine et mon héroïne. Et, euh, et cet exil intérieur, justement, qu'on sent chez Sandrine, il n'est
il est là pour dire que ce n'est pas une affaire de guerre. Alors moi, je ne l'ai pas pensé en l'écrivant, mais je me rends compte que si je l'ai mise là, c'est aussi pour dire ça, pour dire une autre différence, une autre solitude, un autre exil intérieur qui n'a rien à voir avec des histoires de guerre civile, et, euh, et pour dire une autre violence, parce que finalement, Sandrine n'est pas du tout adaptée à un monde violent. Et ce monde est violent même si on n'est pas dans un contexte de guerre. Je pense qu'on vit dans un monde qui est extrêmement violent, qui peut l'être en tout cas pour beaucoup de personnes. Je ne sais pas trop comment les définir, mais pour beaucoup de personnes, peut-être un peu trop sensibles, peut-être qui ne s'habituent pas, qui ne s'adaptent pas. À la vision du SDF que tout le monde C'est laisse ça, crever et ne voit plus, exactement. mais qu'elle comprend pas que dans Exactement. un pays riche, ça puisse exister. Oui, Enfin, c'est même au-delà de ne pas comprendre ce SDF, c'est un peu cette espèce de pote qu'elle se fait finalement, parce qu'à chaque fois qu'elle passe devant, elle discute un peu avec, même s'ils n'ont pas du tout le même âge. Euh, c'est quelque chose qui l'affecte énormément. Et elle dit, j'ai enfin compris pourquoi mes maîtresses Enfin, j'ai enfin compris la punition que la maîtresse m'infligeait quand j'étais petite dans la classe. Parce qu'elle la mettait isolée sur une table. Et petite, elle se demandait toujours, mais ce n'est pas vraiment une punition, pourquoi elle fait ça? Bah, finalement, ça me dérange pas d'être toute seule sur une table. Parce qu'elle cherche en plus pas spécialement la compagnie oui, des voir, autres. ça m'arrange. Exactement. Et en fait, elle a compris. Elle dit c'était pour que j'ai honte. Elle se servait de moi comme épouvantail pour discipliner les autres. Et elle a l'impression que ce monsieur qui lui dit explicitement qu'il est seul, qu'il n'a pas de famille, elle dit mais si on a de l'argent pour l'aider et qu'il est là, c'est qu'en fait on veut ni l'aider ni le chasser. Elle trouve, enfin, elle s'explique la chose euh, C'est en, pour l'exemple. en se disant oui, en fait, on le laisse là pour dire attention, il faut bien obéir aux règles, il ne faut pas trop sortir des sentiers battus, parce que sinon vous pourriez finir comme lui. Donc, enfin bref, c'est ce que mon héroïne en tout cas a comme interprétation. Et je me rappelais plus de la troisième question, C'est c'était se construire comme femme aussi, passer à cette étape de la maternité. oui, je la trouve assez courageuse moi. Je la trouve assez balèze cette petite quand même. Souvent on me dit mais est-ce que vous vous reconnaissez dedans? Est-ce que vous avez mis de vous dedans? Certainement que j'ai mis un peu de moi dedans, mais elle est bien plus costaud que moi. Je la trouve assez costaud parce que comment dire, elle est toujours à essayer de protéger les autres, à s'occuper des autres. Elle est extrêmement sensible, extrêmement fragile, extrêmement perméable, mais finalement, elle ne laisse jamais tomber. Elle est assez costaud. Et pour ce qui est de sa place de femme, je n'en parle pas trop, parce que finalement, elle parle très peu, par exemple, de son compagnon, euh, qui pourtant, on comprend, lui sauve la vie à un moment. Euh, En fait, ce livre, finalement, parle beaucoup de parentalité. Et c'est Et d'ailleurs avec parfois un regard inversé, parce qu'elle veut toujours protéger son père, tout donc à fait. elle a un truc très maternel Tout dès à fait, l'enfance. voilà. Il parle beaucoup de cette parentalité et de la difficulté de la parentalité. Et c'est pour ça que finalement, ma narratrice parle plus finalement de sa vie de mère que de sa vie de femme. Même si on sent qu'elle a une vie de femme, parce que comme elle a été un révélateur de mémoire pour le père, je crois que sa petite est un révélateur de mémoire pour elle. Et puis de la voir grandir, ça lui donne un référent qu'elle n'a jamais eu, d'un enfant qui grandit dans un pays normal, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Merci Lima. Merci. Je crois qu'il reste 2 minutes pour prendre une question du public. On n'en prend pas. Que me dit la régie? Une question sur le choix d'écriture. Euh, Dima et Emilienne ont choisi d'ancrer leur roman dans une réalité hostile. Et Alexandre et David en ont transposé une dans un monde plus imaginaire. Auriez-vous pu, sur ce roman, inverser les processus en fait?
Vous pouvez changer de place. Moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je suis en train d'écrire un deuxième livre et j'ai pas trouvé l'endroit. Et c'est extrêmement dur d'écrire dans le vide. C'est-à-dire, je sais que j'ai besoin d'une rivière, je sais que j'ai besoin d'un certain nombre d'éléments, qu'il y a une partie qui se passera à Paris, sans aucun doute. Mais tant que j'ai pas la géographie, même si elle n'est pas réelle, de mon livre vraiment établi, je patauge, quoi. Je sais pas si ça répond à la question. Moi, j'aurais pu, oui, mais ça n'aurait pas été le même livre, mais ça aurait été les mêmes personnes. Enfin, ils auraient eu la même psychologie. Je pense, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, si on les catapultait en Suisse, je pense qu'ils auraient été des mauvaises herbes de la même manière. Ouais. Émilienne, puisque Alors, finalement, c'est symbole on l'a dit tout à l'heure, d'une espèce d'universalité sur la place des femmes. alors oui, mais en revanche, l'histoire est quand même très irakienne et je pense qu'elle est ancrée dans ce territoire. Non, moi je l'aurais pas changé. Je voulais absolument que ce soit cet univers-là et C'est pas interchangeable. oui, là je l'aurais pas changé. Ce livre-là, je travaille sur d'autres choses à côté qui ne sont pas sur le même procédé. Mais celui-là, oui, je voulais qu'il soit comme ça. Et un grand merci pour cette question fort intéressante. Surtout un grand merci à vous quatre. Dima Abdallah, Mauvaise Herbe, Émilienne Malfato, Que sur toi cela monte le tigre, Alexandre Lenot, Écorce vive, et David Zuckerman, Sans perdido. Merci infiniment à tous les Merci. quatre Merci. pour Merci. votre... Enfin, ça a coulé tout seul ce soir, et puis merci infiniment du plaisir de lecture que vos textes, qui sont, malgré cet environnement hostile, plein de poésie. Merci beaucoup. Merci. Merci.